Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité internationale et européenne de ce vendredi 5 avril. Voici les titres de ce journal. Le Brexit n'aura sans doute pas lieu dans une semaine. Theresa May a demandé un nouveau report du divorce, cette fois au 30 juin, une demande qui ne fait guère l'unanimité chez les leaders européens. L'heure tourne et les Britanniques pourraient désormais quitter l'Union après les élections européennes. La France a-t-elle été complice du génocide des Tutsis au Rwanda? Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives pour faire la lumière sur le rôle de l'État français alors que le Rwanda commémore les 25 ans du génocide. Les Algériens sont à nouveau descendus dans la rue pour maintenir la pression sur le régime. Le message est clair, ils ne se contenteront pas de la démission du président Bouteflika. Ils réclament la fin du système actuel. Enfin, il y a 100 ans naissait en Allemagne le Bauhaus, un courant artistique d'avant-garde qui allait façonner le design et l'architecture moderne. Pour l'occasion, un nouveau musée ouvre à Weimar, là où l'école du Bauhaus est née. Bienvenue, la suite de l'interminable feuilleton du Brexit. Le fait du jour, c'est cette lettre adressée par Theresa May à Bruxelles, dans laquelle la première ministre britannique demande un nouveau report du divorce. Romain Gauguelin. Theresa May demande à Bruxelles de repousser le Brexit jusqu'au 30 juin, alors que de son côté Donald Tusk plaide pour un report flexible allant jusqu'à 12 mois. Cher Donald, commence la lettre que Theresa May adresse au président du Conseil européen pour formuler cette nouvelle demande de report qui intervient au moment où la première ministre britannique cherche un compromis avec l'opposition travailliste pour sortir de l'impasse. Le politologue Simon Usherwood est spécialiste des questions européennes. Il était clair que le Parlement britannique était toujours bloqué et ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'elle ait écrit cette lettre aujourd'hui. Je pense qu'elle espérait pouvoir attendre jusqu'à lundi pour voir comment tourneraient les pourparlers avec le Parti travailliste. Mais elle a décidé qu'aujourd'hui était un bon jour pour le faire. Cela donne au Conseil européen beaucoup de temps avant sa réunion de mercredi pour arrêter une décision et porter un jugement sur ce sujet. Un report du Brexit au 30 juin impliquerait que le Royaume-Uni participe aux élections européennes prévues du 23 au 26 mai. Theresa May dit espérer obtenir un accord qui permette au Royaume-Uni de se retirer avant les élections, mais son gouvernement se prépare à organiser un scrutin dans l'urgence. De son côté, la présidence française estime dans un communiqué qu'évoquer une extension du Brexit est un peu prématuré, alors que les 27 ont posé comme condition claire que cette demande soit justifiée. Sur le plateau, nous a rejoint Françoise Grossetête, députée européenne, vice-présidente du Parti populaire européen et membre en France du Parti Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur le Brexit. Les négociations, on le voit, traînent en longueur. Quel est l'état d'esprit, vous qui êtes au Parlement européen, quel est l'état d'esprit qui règne? Une grande lassitude. Une grande lassitude. Et encore cette semaine à Strasbourg, en plénière, nous avions un débat avec Jean-Claude Juncker, Michel Barnier, bien évidemment, le Conseil, sur la situation du Brexit. Une lassitude parce qu'on ne comprend pas le gouvernement britannique, on ne comprend pas le Parlement britannique. On s'imaginait que les Britanniques étaient pragmatiques, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans une impasse, et cette impasse est grave pour les citoyens européens qui travaillent au Royaume-Uni, pour les Britanniques qui vivent sur le territoire, sur le continent européen, et puis surtout pour nos entreprises. Tout ceci est grave. Il est temps que cela cesse. Il est temps que l'on trouve la solution. La solution, elle a été proposée par l'Union européenne. Il y a eu un accord qui est la conséquence de 2 années de travail. Il est important que le Royaume-Uni accepte cet accord, un divorce, comme l'on dit, qui soit ordonné. Je pense que c'est la meilleure solution. Theresa May, aujourd'hui, a demandé un nouveau report au 30 juin cette fois. Oui, je sais bien, mais un report pourquoi ? Il faut savoir pourquoi on demande toujours un report sans cesse. Depuis le mois de janvier, on reporte sans cesse, sans solution pratique. Je ne suis pas certaine, moi je reste très prudente, je ne suis pas certaine que le Conseil accepte un tel report. Ce report pourrait se justifier que s'il y avait véritablement une décision majoritaire au sein du Parlement, finalement de partir avec un accord conclu avec l'Union européenne, et à ce moment-là, on pourrait peut-être accepter un report jusqu'au 30 juin avant l'installation du nouveau Parlement.
Merci beaucoup Françoise Grossetête. Je rappelle que vous êtes députée européenne et vice-présidente du Parti populaire européen. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, le Rwanda commémore dimanche les 25 ans du génocide qui a fait 800 000 morts, principalement issus de la minorité Tutsi. Une cérémonie réunira essentiellement des chefs d'État africains. Le président français Emmanuel Macron sera, lui, absent officiellement pour des problèmes d'agenda. La France, qui est depuis des années au cœur d'une polémique, soupçonnée d'avoir été complice des génocidaires, le président Macron a annoncé aujourd'hui la composition d'un groupe de chercheurs pour examiner les archives françaises. Maxime Weiss. 25 ans après le début du génocide des Tutsis au Rwanda, la mémoire du drame est encore à vif. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les membres d'une association de soutien aux survivants. Le président français a annoncé un geste supposé éclaircir le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Les archives françaises allant de 1990 à 1994 vont être ouvertes à une commission d'historiens et de chercheurs, une initiative qui pourrait peut-être apaiser enfin la mémoire du génocide Tutsi. Il faut qu'il cesse d'être un objet de conflit, un objet qui divise. Et pour ça, il faut peut-être un travail de transparence, un travail d'information suffisante, un travail de dialogue, plutôt que le silence qui est opposé aux révélations. Entre le mois d'avril et le mois de juin 1994, près de 800 000 Tutsis ont été massacrés. L'opération turquoise, déclenchée à l'initiative de la France, est accusée de n'avoir pas rempli son rôle de protection des populations civiles, voire même d'avoir facilité la fuite des tueurs. On estime à 95 000 le nombre d'enfants laissés orphelins par les violences. 25 ans plus tard, les hommes qu'ils sont devenus attendent la vérité. En Algérie, à présent, le président Bouteflika a démissionné et pourtant les manifestations se sont poursuivies aujourd'hui pour un 7e vendredi consécutif. Les Algériens veulent maintenir la pression sur un régime qu'ils souhaitent voir disparaître dans son intégralité. La démission d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas calmé la rue algérienne. Ce vendredi, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à Alger, place Maurice Audin, l'épicentre des grands rassemblements hebdomadaires. Les manifestants exigent le départ de ce qu'ils appellent les 3B, néologisme qualifiant le Premier ministre, le président par intérim et le nouveau président du Conseil constitutionnel. On est là pour se débarrasser de Bedoui, de Ben Salah et de Belaïs. On veut se débarrasser de tout le gang. Ils doivent tous partir et seront jugés. Nous ne voulons plus d'aucun d'entre eux, nous en avons assez, nous sommes fatigués. Selon la Constitution, Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, doit organiser des élections sous 90 jours. Mais pour les manifestants, les conditions ne seront pas réunies pour un scrutin démocratique tant que ces hommes restent au pouvoir. Dans l'actualité aussi, ces heurts qui ont eu lieu entre la police grecque et des migrants qui souhaitent franchir la frontière pour rejoindre l'Europe. Laurence Alexandrovitch. Open, ouvrez la frontière. Ces manifestants sont des migrants rassemblés en Grèce à la frontière avec la Macédoine du Nord. Bien décidés à traverser pour rejoindre l'Europe du Nord via les Balkans. Une fausse rumeur sur les réseaux sociaux les a poussés à se ruer ici, persuadés que la frontière était exceptionnellement ouverte. Vous avez appris que la frontière était ouverte parce qu'elle n'était pas ouverte. On le sait, c'est fermé, mais on a tout tenté. On a prévenu nos amis d'Afghanistan, d'Irak, de n'importe quel pays. Vous savez, des réfugiés. On leur a dit, venez, on doit traverser, on ne veut pas rester là. Ce vendredi matin, une centaine de tentes étaient montées près du village frontalier de Diavata, où nous nous sommes rendus. La présence policière est très forte ici et la situation très tendue. Jeudi, il y a eu des affrontements violents entre les réfugiés qui campaient ici et la police qui les a encerclés. Après une rumeur sur l'ouverture aussi de la frontière gréco-turque, la Turquie a arrêté de nombreux migrants. Ici à Athènes, des familles désespérées ont bloqué la gare pour réclamer le droit de se rendre en Allemagne. Un coup de force des migrants qui rappelle que l'Europe peine
à régler la crise migratoire. Nous vous le disions hier, l'entre-deux tours de la présidentielle ukrainienne vire à la confrontation médiatique. D'un côté, Volodymyr Zelensky, comédien de 41 ans, arrivé en tête du premier tour. De l'autre, le président sortant Petro Poroshenko. Après l'annonce d'un débat dans un stade, place désormais à la prise de sang devant les caméras pour prouver que ni l'un ni l'autre ne sont ni alcooliques ni sous l'emprise de la drogue. À moins de 3 semaines du second tour, la course à la présidentielle ukrainienne prend des allures de match de boxe. Provocations, déclarations enflammées et même tests antidrogue. Si la procédure n'est pour l'instant pas obligatoire pour se présenter à la magistrature suprême, le président sortant s'y est prêté de bonne grâce, comme un pied de nez à son rival, Volodymyr Zelensky. Je pense qu'il s'agit d'un point nécessaire. J'apporterai des changements à la loi et rendrai cette procédure obligatoire. Car l'absence de dépendance à l'alcool et à la drogue chez les candidats et le futur président est une question de sécurité nationale. Largement en tête du premier tour avec près de 30% des voix, Volodymyr Zelensky multiplie depuis quelques jours les sorties tonitruantes. Le comédien, connu pour son rôle de président dans une série ukrainienne, a ainsi proposé d'organiser le débat d'entre-deux tours au stade olympique de Kiev. C'est lui aussi qui a eu l'idée de ce test sanguin. J'ai donné du sang, mais grâce à Dieu, il m'en reste encore beaucoup. Mon sang est jeune. Nous verrons dans 3 jours quand les résultats détaillés de l'analyse tomberont. Accusé de n'avoir aucune expérience politique, Zelensky joue la carte de la jeunesse et du renouvellement pour ce second tour, face à un Petro Poroshenko, élu pour la première fois député en 1998. Faut-il légaliser ou non l'euthanasie? Depuis plusieurs années, cette question fait l'objet de nombreux débats en Europe. 3 pays de l'Union ont à ce stade légalisé cette pratique, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et le débat fait rage actuellement en Espagne, pays très catholique, après l'arrestation d'un homme qui a admis avoir aidé sa femme gravement malade à mourir. Marc Bouchage. En Espagne, le débat sur l'euthanasie relancé après le décès d'une Espagnole cette semaine. Maria José Carrasco, 61 ans, souffrait de sclérose en plaques depuis 30 ans. Son mari, que l'on voit ici en sa compagnie et qui a reconnu l'avoir aidé à mourir, a été arrêté avant d'être remis en liberté. Je lui ai promis que si elle arrivait dans cette situation et qu'il n'y avait pas de moyens pour l'aider à mourir, je m'engagerai à le faire, je l'aiderai à mourir. Car si on ne trouve personne, si un professionnel est impliqué, il pourrait se retrouver en prison. Ángel Hernández est aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour délit d'aide au suicide. Cette affaire, qui surgit en pleine campagne des législatives anticipées prévues le 28 avril, a rouvert le débat sur l'absence de réglementation de l'euthanasie en Espagne. Si le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, se dit prêt à reconnaître le droit à l'euthanasie, le Parti populaire est quant à lui opposé à sa régulation. En Europe, l'euthanasie est autorisée dans 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. La Suisse a pour sa part dépénalisé le suicide assisté. La personne qui souhaite mourir est ainsi accompagnée et conseillée. En France, le suicide assisté et l'euthanasie sont toujours interdits, même si une centaine de députés ont signé l'an dernier une tribune appelant à légiférer pour donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. Pour terminer ce journal, l'Allemagne commémore le centenaire du Bauhaus, une école d'art et plus globalement un courant artistique d'avant-garde qui a posé les jalons du design ou de l'architecture contemporaine dont on voit aujourd'hui les traces dans nos intérieurs. À l'occasion de cet anniversaire, un nouveau musée vient d'être inauguré. Il défie l'extrême droite comme une revanche sur l'histoire. Laurence Alexandrovitch. C'était il y a exactement 100 ans. En 1919, l'architecte allemand Walter Gropius fondait l'école Bauhaus à Weimar, un courant artistique fondateur de l'architecture moderne, du design et de la performance. Dans la ville où tout a commencé, un musée est désormais consacré au Bauhaus. Sur 2000 mètres carrés, 1000 objets nous projettent dans un passé finalement très actuel.
Ce qui attend les visiteurs, c'est un voyage dans un phénomène absolument fascinant d'une époque, le début des années 1920, avec beaucoup de questions sur comment cette époque a changé les gens. Les visiteurs, évidemment, peuvent voir des objets cultes du Bauhaus, comme les lampes créées par des maîtres du Bauhaus. Tout cela peut être trouvé ici. Les nazis détestaient le Bauhaus. Alors qu'elle avait déménagé à Berlin, l'école fut fermée en 1933. De nombreux artistes et professeurs s'exilèrent pour échapper au fascisme. Le mouvement a attiré des artistes d'avant-garde de toute l'Europe, comme Vassili Kandinsky ou Paul Klee. Alors, si vous voulez tout savoir sur le Bauhaus, allez en Allemagne, qui organise plus de 600 événements tout au long de cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et bon week-end.